Je n'aurais jamais imaginé que viendrait le jour où ma demi-sœur, avec qui j'avais perdu tout contact, franchirait soudainement le seuil de ma porte. Vivre dans la paisible banlieue de Lyon était devenu mon refuge après le divorce, un havre où je pouvais me cacher des murmures et des regards de travers de ceux qui connaissaient notre histoire. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Sarah, ma demi-sœur, avait arraché Marc à ma vie, et chaque jour depuis avait été teinté d'une amertume discrète que je dissimulais derrière des sourires forcés et des nuits solitaires passées à revoir de vieilles sitcoms. L'invitation arriva par SMS, chose étonnante. Il faut qu'on parle. Papa insiste. Demain à 15h ? Comme Sarah direct, sans tergiverser. Je sentais mes mains trembler en tapant « d'accord » et en appuyant sur « envoyer » avant même d'avoir pu revenir sur ma décision. Le reste de la soirée se fondit en un flou d'angoisse et de ménage frénétique, ma méthode habituelle pour apprivoiser le stress qui menaçait de m'envahir. Ma modeste maison de style colonial, nichée dans la rue de l'Érable et dont je pouvais être fière avec son jardin soigné et ses volets fraîchement repeints, me sembla soudain bien trop exiguë à l'approche de leur venue. J'avais passé la matinée à redresser obsessionnellement les cadres et à gonfler les coussins de chez H&M Home, tentant de rendre chaque détail parfait, bien que je ne comprenne pas vraiment pourquoi j'étais si soucieuse d'impressionner des gens qui m'avaient tant blessée. Madame Hébert, ma voisine âgée qui était devenue une sorte de mère de substitution depuis que tout s'était effondré, m'aperçut en pleine frénésie sur le porche et me remit une fournée de ses célèbres cookies aux pépites de chocolat. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Émilie, » me dit-elle en me serrant la main, « rappelle-toi que tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Ces mots, empreints de douceur, firent monter les larmes à mes yeux, mais je les évitai prestement, je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Cet après-midi-là, la maison était étrangement silencieuse, un silence chargé d'attente. Même les bruits habituels des enfants jouant dans la cour semblèrent étouffés, comme si tout le quartier retenait son souffle. Je déambulais dans le salon, mes pas résonnant sur le parquet que Marc et moi avions posé ensemble lors de jours plus heureux. Chaque recoin évoquait un souvenir, la baie vitrée où nous prenions notre café du matin, la cheminée où il avait fait sa demande en mariage, la salle à manger où nous avions célébré notre dernier Thanksgiving avant que tout ne bascule. Je surpris mon reflet dans le miroir du couloir et retendis ma robe bleu marine, une tenue décontractée mais soignée, choisie avec soin pour montrer que j'allais très bien sans eux. Mes cheveux cuivrés, désormais plus longs et retombant en vagues souples, encadraient mon visage, et j'avais même perdu quelques kilos depuis leur dernière visite. Une part de moi espérait qu'ils le remarqueraient, tandis qu'une autre se déplaisait à l'idée que je continue de me soucier de leur opinion. L'horloge grand-père dans le coin, cadeau de mariage de mon père, marquait les minutes d'un tic-tac presque insupportable. À 14h55, j'entendis claquer la portière d'une voiture dehors. Mon cœur s'emballa lorsque des pas se firent entendre près de la porte d'entrée. La sonnette retentit exactement à 15h. Sarah avait toujours été ponctuelle, si ce n'est la seule de ses qualités. Je pris une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes en m'avançant vers la porte. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers des vitraux, dessinant sur le sol des motifs dansants d'une énergie nerveuse. À cet instant, passé et présent se confondaient, et j'avais l'impression de me regarder de loin, tandis que je tendais la main vers la poignée. À travers le verre, je distinguais 3 silhouettes, la silhouette élancée de Sarah, la carrure plus large de Marc, et les épaules voûtées de mon père, Richard. Les voir réunis ainsi me firent un malaise profond. C'était bien réel. Après 2 ans à éviter les réunions familiales, à trouver des excuses pour rater les fêtes, et à organiser mes courses de façon minutieuse pour ne pas croiser leur chemin au Monoprix du coin, j'allais enfin les affronter tous en même temps. Mes doigts se refermèrent sur le froid laiton de la poignée, et je me permis un ultime instant de préparation. Je pensai aux paroles de Madame Hébert, redressai mes épaules, et ouvrit la porte pour faire face à la tempête imminente. La brise de fin septembre portait le parfum des feuilles mortes et de la fumée de bois, rappelant que tout change, que l'on soit prêt ou non. En entr'ouvrant la porte, le temps sembla ralentir. Les cheveux blonds parfaitement coiffés de Sarah captaient la lumière, lui donnant un éclat presque surnaturel. Elle savait toujours comment faire une entrée remarquée. Marc se tenait juste derrière elle, les mains profondément enfoncées dans ses poches, regardant ailleurs que vers moi. Et il y avait papa, ses cheveux poivre et celle aujourd'hui plus sel que poivre et des rides de soucis profondément marquées autour des yeux. Ce moment s'étira comme un élastique, chargé de non-dits et d'émotions refoulées.
Nous restâmes figés dans ce tableau jusqu'à ce qu'un klaxon retentisse au loin, brisant l'envoûtement. Eh bien, lança Sarah, d'un ton empreint de cette familiarité condescendante, tu ne vas pas nous inviter à entrer? Je les conduisis dans le salon, hyper consciente du claquement des bottines de créateur de Sarah sur le parquet et de l'odeur familière du parfum de Marc qui me nouait l'estomac. Ils s'installèrent sur mon canapé beige, celui que j'avais acheté chez Ikea après le divorce pour remplacer tout ce qui me rappelait mon ancienne vie. Papa choisit le fauteuil près de la fenêtre, son endroit habituel lors des dimanches plus joyeux. À peine Sarah eut-elle franchi le seuil du salon que ses yeux se mirent en route, scrutant méthodiquement chaque recoin, énumérant mentalement toutes les imperfections. Son regard s'attarda sur les coussins de chez H&M Home, sur les stores légèrement poussiéreux, sur la pile de romans policiers usés posés sur la table basse. Avec un sourire en coin qui n'atteignait pas ses yeux, elle ricana, « Toujours célibataire ?» Ah ! Ces 3 mots renfermaient une avalanche de jugements, à la fois question et verdict. La brûlure familière de l'humiliation monta le long de mon cou. Je m'empressai de disposer les cookies de Madame Hébert sur une assiette, reconnaissante de cette distraction. Mais Sarah n'en avait pas fini. Elle sortit son téléphone, défilant distraitement tout en poursuivant son assaut verbal. « Tu sais, il y a cette super appli de rencontre qu'a adoptée mon amie Jessica après son divorce. » Mais elle fit une pause, jetant un œil à Marc. « Il faudrait peut-être que tu retouches un peu tes photos de profil. » Presque d'un seul souffle, comme s'il s'était concerté, Marc lâcha sa réplique cinglante, « Eh bien, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi laide. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Cet homme qui, autrefois, me répétait chaque matin devant un café combien j'étais belle, qui écrivait même des poèmes sur mes yeux lorsque nous sortions ensemble, venait d'utiliser ses souvenirs comme des armes. Je m'agrippais au rebord du plan de travail en granit, sentant la fraîcheur de la pierre sous mes doigts pour m'ancrer dans le présent. Par la fenêtre, j'aperçus Madame Hébert dans son jardin, en train d'émonder ses rosiers tardifs. La vue de sa routine paisible m'aida à reprendre mes esprits. « Quelqu'un veut-il un café ?» demandai-je d'une voix calme, fière de ne pas laisser trembler ma tonalité. Personne ne répondit. Le silence n'était troublé que par le tic-tac incessant de l'horloge grand-père et le bruit lointain d'une tondeuse dans la rue. Sarah occupa le silence en entamant le récit détaillé de leurs dernières vacances sur la Côte d'Azur. « Le bungalow sur pilotis était divin », s'exclama-t-elle en faisant tourner le bracelet tennis serti de diamants à son poignet, celui que je reconnus comme le cadeau de Noël de l'année passée offert par Marc. Même si, je suppose, le voyage économique a son charme. Son regard se promit autour de mon modeste salon avec une signification à peine voilée. Je repensais aux heures supplémentaires que j'avais effectuées à l'hôpital général de Lyon, à la manière dont mes collègues du service de pédiatrie s'étaient mobilisés après mon divorce en me proposant des quarts supplémentaires, conscients que j'avais besoin de m'évader. La fierté d'avoir réussi, brique après brique, à construire cette nouvelle vie, à honorer chaque échéance de mon prêt immobilier. Pourtant, Sarah savait toujours comment réduire mes réussites à néant. Marc se laissa aller sur le canapé, comme s'il en était le maître incontesté, posant son bras avec désinvolture sur l'épaule de Sarah. « Tu te rappelles quand tu voulais aller sur la Côte d'Azur » me lança-t-il d'un ton faussement léger. « Peut-être aurais-tu dû bosser un peu plus au lieu de jouer à la petite famille. » Il savait pertinemment que je travaillais 60 heures par semaine en tant qu'infirmière pendant qu'il bâtissait son cabinet d'avocat, que j'avais financé ses études de droit avec mes économies. La pièce semblait étouffante, trop chaude, trop exiguë. Papa se tortillait dans son fauteuil sans oser un mot, son silence pesant comme toujours. Il avait toujours été ainsi, évitant la confrontation, tentant de préserver une paix qui, parfois, coûtait bien trop cher. Je l'observais tripoter sa bague de mariage. Son second mariage avec la mère de Sarah avait pris fin il y a 3 ans, mais il la portait toujours par habitude. En fait, lançai-je, surprenant moi-même en prenant la parole, je pars pour Londres au printemps prochain. Le docteur Matthews m'a demandé de présenter nos recherches en soins pédiatriques lors d'une conférence. Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse m'arrêter, et je regrettais aussitôt d'avoir partagé cette bonne nouvelle. C'était comme jeter de la viande au loup. Les sourcils parfaitement dessinés de Sarah se haussèrent. Londres ? Sur le circuit des conférences internationales, ricana-t-elle, son rire cristallin ressemblant au bruit de verre brisé.
Comme c'est mignon. Marc a justement remporté un énorme procès collectif, n'est-ce pas, chérie? Parle-lui de la nouvelle maison que nous sommes en train de construire sur la Côte d'Azur. Une vague familière de colère et de douleur monta en moi, chaque syllabe semblant me rappeler ce que j'avais perdu, ce qu'elle m'avait volé. La vie qui aurait dû être mienne. Je jetai un coup d'œil aux photos de famille encore accrochées le mariage de mes parents, Sarah et moi, adolescents maladroits à Disneyland Paris, Marc et moi en lune de miel sur la côte normande. Chaque cliché renfermait une trahison différente. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dans la pièce, mettant en lumière des particules de poussière dansant dans l'air tel un chapelet d'accusations muettes. Un chien aboya dehors, suivi du claquement d'une portière, tandis que la vie continuait son cours au-delà de ces murs où le temps semblait suspendu. Marc vérifia sa Rolex, le cadeau de remise de diplôme que je lui avais offert avec un soin exagéré. En parlant de la maison, il faudrait lui montrer les plans, chérie. Émilie avait toujours eu un goût original. Tu te rappelles ce papier peint affreux qu'elle voulait pour la chambre d'amis? Ils échangèrent un rire complice, une plaisanterie cruelle à mon détriment, tandis que je me rappelais avoir passé des semaines à feuilleter des magazines de décoration pour trouver le motif parfait pour notre future maison familiale. L'air était saturé de reproches tus et de rançures enfouies, comme si chaque recoin de la pièce portait le poids d'un souvenir douloureux. Marc m'enseignant les échecs près de la cheminée, Sarah tressant mes cheveux avant mon mariage, papa découpant la dinde de Thanksgiving sur ma table. Ces souvenirs, autrefois précieux, semblaient désormais devenus des armes destinées à percer mon cœur. Je regardais Sarah sortir sa tablette, prête à déployer des plans architecturaux élaborés qui auraient éclipsé mon modeste colonial. La lumière attrapait son bague de fiançailles, la bague de ma grand-mère, rehaussée de diamants plus gros, et envoyait des éclats arc-en-ciel danser sur mes murs. C'était comme si l'univers tout entier conspirait pour me rappeler tout ce que j'avais perdu. Juste au moment où Sarah s'apprêtait à entamer ce qui devait être une visite exhaustive de sa future cave à vin, papa se leva brusquement. Son geste fut si soudain que ses lunettes de lecture tombèrent au sol, le bruit résonnant vivement dans ce calme de l'après-midi. Je ne l'avais jamais vu ainsi, son attitude décontractée habituelle cédant la place à une détermination toute nouvelle. « Moment parfait », déclara-t-il d'une voix tranchante. « J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. » L'autorité de son ton fit taire même le monologue appris de Sarah sur le marbre italien importé. J'observais, abasourdi, les visages de ma demi-sœur et de mon ex-mari pâlir, comme des acteurs ayant oublié leur réplique en plein milieu d'une scène. Papa s'avança vers la cheminée, son profil éclairé par la lumière d'automne filtrée à travers les baies vitrées. L'instant d'après, il semblait plus jeune, plus fort, tel le père que je me rappelais d'eux. Mon enfance, celui qui défendait les opprimés et réparait les torts. Ses mains restaient fermes tandis qu'il sortait une enveloppe de la poche de sa veste, serrée au point de froisser ses coins. « Cela fait des semaines que je traîne ça », dit-il en tapotant l'enveloppe contre sa paume. J'attendais le bon moment. Mais vous voir, vous deux, il désigna Sarah et Marc, vous vous jetez sur Émilie comme des requins sur de la darne, m'a fait comprendre qu'il n'existe jamais de moment idéal pour ce genre de révélation. L'horloge grand-père sonna 4 coups, résonnant profondément dans l'air soudainement lourd. Par la fenêtre, j'aperçus Madame Hébert qui avait cessé de jardiner, le visage empreint d'une inquiétude évidente. Même de loin, je pouvais distinguer son expression soucieuse. Elle avait vu assez de drames familiaux pour savoir qu'un événement majeur se préparait. « Papa », tenta Sarah d'un ton mielleux, « peut-être ne serait-ce pas le meilleur moment. »« C'est exactement le moment », l'interrompit-il, d'un ton qu'il n'avait jamais employé auparavant. « J'ai passé trop d'années à regarder, à attendre, à essayer de maintenir la paix. Être le bon père, l'ex-mari compréhensif, l'ami solidaire. Mais il arrive un moment où le silence se transforme en complicité. » Marc se tortilla sur le canapé, son instinct d'avocat détectant le danger. « Écoute, Richard, si c'est à propos de la maison sur la Côte d'Azur. »« Ce n'est pas une question de maison, » rétorqua papa d'un ton qui gagnait en assurance. « Bien que, maintenant que tu le mentionnes, cela s'inscrive dans un schéma plus vaste, n'est-ce pas? Prendre ce qui ne t'appartient pas, croire que l'argent peut effacer n'importe quelle indiscrétion. » Je restais perché sur le rebord du fauteuil, le cœur battant à tout rompre, persuadé que chacun pouvait entendre mon émoi. La lumière de fin d'après-midi étirait les ombres dans la pièce, transformant tout en une scène irréelle,
digne d'un film dont j'étais à la fois spectatrice et actrice. Il y a 2 ans, poursuivit papa en retirant une pile de papier de l'enveloppe, j'ai découvert quelque chose qui a tout remis en question, tout ce que je pensais savoir sur notre famille, sur nos choix, sur les mensonges que nous nous racontions. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes. J'ai gardé le silence, pensant protéger les gens. Aujourd'hui, je réalise que je ne faisais que protéger les coupables. Les ongles parfaitement manucurés de Sarah s'enfoncèrent dans le coussin du canapé. « Papa, s'il te plaît. » murmura-t-elle, mais le regard qu'il lui lança aurait pu geler le port de Lion en plein été. Lorsque ta mère, la mère de Sarah, clarifia-t-il en me regardant, est décédée l'année dernière, elle m'a laissé une lettre. Plusieurs lettres, en fait, accompagnées de documents financiers fort intéressants. Il marqua une pause, et je vis le teint de Sarah se décolorer. Et des documents qui démontrent un schéma d'appropriation illicite au sein de mon entreprise sur une décennie. De l'argent qui a servi à financer une formation en droit, un acompte pour un appartement dans un quartier huppé, et bien d'autres luxes. La pièce sembla se resserrer sous le poids de ces révélations. Dehors, un groupe d'enfants passait à vélo, leur rire insouciant tranchant avec la tension montante. Je repensais à toutes ces fois où Sarah exhibait ses cadeaux hors de prix, son train de vie privilégié, des choses qui m'avaient toujours paru inaccessibles malgré que je travaille 2 fois plus dur. Mais ce n'est pas le pire, poursuivit papa, la voix baissant d'un ton presque intime mais intensifiant l'impact de ses mots. Les lettres dévoilent une conspiration qui va bien au-delà du simple vol. Elles décrivent comment certaines rencontres ont été orchestrées. Comment les coïncidences n'étaient pas du tout fortuites. Marc se leva brusquement, son masque d'avocat se fissurant. Je pense qu'il serait plus judicieux de poursuivre cette discussion en présence d'un avocat. Asseyez-vous, ordonna papa, et à ma grande surprise, Marc s'exécuta. Tu as renoncé à tout droit aux convenances légales dès que tu as participé à ce stratagème. Oui, je sais pour les paiements. Je sais pour l'enquêteur privé. Je sais pour les rencontres montées de toutes pièces et les hasards calculés. Je sais depuis combien de temps toi et Sarah vous fréquentez avant le divorce. Mon esprit était en ébullition. Rencontre montée ? Enquêteur privé ? Je repensais à ces fois où Sarah s'était subitement invitée dans mes lieux favoris, le café près de l'hôpital, la librairie dans le quartier latin, même mon cours de yoga habituel. À l'époque, j'avais attribué cela à son besoin habituel d'envahir mon espace, de prouver qu'elle pouvait aller où bon lui semblait. Aujourd'hui, un tableau bien différent se dessinait. Émilie, se tourna papa, ses yeux s'adoucissant, je te dois de m'excuser. Je t'ai vu te blâmer pour l'effondrement de ton mariage, douter de ta valeur, de ton jugement, de ta capacité à faire confiance tout en sachant que tu étais la victime d'une attaque méthodique contre ton bonheur. Un lourd silence s'installa, chacun méditant la portée de ses paroles. Sarah s'était refermée sur elle-même, sa posture confiante s'étant muée en une attitude réservée et défensive. Marc fixait le sol, la mâchoire serrée. Par la fenêtre, le coucher de soleil peignait le ciel de rouge et d'or, comme pour commenter silencieusement ce moment de vérité. Je me sentais à la fois légère et ancrée, craignant de m'envoler si je bougeais trop brusquement. Chaque remarque cruelle, chaque rencontre fortuite, chaque minute suspecte s'imbriquait désormais dans un puzzle dont je prenais conscience avec une clarté douloureuse. La vérité planait dans l'air, oppressante, impossible à ignorer. Les mots de papa se répandaient tels des nuages d'orage tandis qu'il déroulait les couches de tromperie qui avaient façonné nos vies. Il s'installa dans son fauteuil, étalant sur la table basse des documents relevés bancaires, courriels, photographies témoins d'une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Ta mère, dit-il en s'adressant à Sarah d'une voix lourde de déception, avait commencé à mettre tout cela en place depuis des années. Elle considérait ton mariage avec Marc comme une menace pour ton avenir, pour le train de vie qu'elle avait construit avec de l'argent détourné. Il sortit un dossier particulièrement épais. Voici des preuves de paiement à un enquêteur privé nommé Jacques Millet. Ça te rappelle quelque chose, Marc ? Le visage de Marc passa du pâle à la chaîne. Je me souvins d'un certain Jacques qui avait commencé à fréquenter les afterworks de son cabinet environ 6 mois. Avant le divorce, un nouvel ami qui, par coïncidence, semblait tout savoir de l'emploi du temps de Sarah, et qui avait suggéré à Marc d'essayer un nouveau bar à vin où Sarah exerçait comme consultante.
Ce n'était pas de simple hasard, reprit papa en dévoilant d'autres documents. Chaque rencontre, accidentelle, avait été planifiée. Ce studio de yoga que tu as rejoint, Émilie? Sarah connaissait ton emploi du temps car sa mère avait engagé quelqu'un pour te surveiller. L'anniversaire où tu as remarqué qu'ils se parlaient trop près? Tout avait été minutieusement orchestré jusque dans la disposition des sièges. Un malaise profond envahit mon estomac tandis que les souvenirs se réorganisaient dans mon esprit. Le jour où Sarah était apparue dans mon café préféré de la banlieue de Lyon, prétendant l'avoir découvert. La soirée caritative où j'avais remarqué que Marc lui accordait une attention excessive. Même les cours de tennis hebdomadaires qu'elle avait pris à mon club, autant d'éléments savamment chorégraphiés dans un plan machiavélique. Mais pourquoi, parvins-je à articuler, la voix à peine audible? Nous étions sœurs. Demi-sœurs, corrigea automatiquement Sarah, puis parut se rétracter comme si ses propres mots l'avaient brûlée. Sa façade soigneusement construite s'effritait, révélant une fragilité insoupçonnée. L'argent, expliqua papa en sortant d'autres relevés bancaires. Ta mère détournait de l'argent de mon entreprise depuis des années, Sarah. Elle l'utilisait pour financer ton train de vie, tes études. Mais quand les vérificateurs ont commencé à poser des questions, il lui a fallu trouver une solution plus vaste. Le cabinet de Marc gérait nos comptes d'entreprise. Elle voulait que j'efface les écarts, acheva Marc d'une voix vide. Mais j'avais besoin d'un stimulant. Les pièces s'imbriquèrent avec une clarté cruelle. Alors, elle t'a offert, Sarah, dis-je, le goût amer des mots dans la bouche, et quoi? Une part de l'argent détourné? 2 millions d'euros, répliqua papa pour lui, d'un ton plat. Viré sur un compte offshore le jour de ton divorce. 1 million de plus lors de ton mariage, t'intégrant ainsi dans la famille et assurant ton silence. La pièce semblait tourner sur elle-même. Dehors, les réverbères commençaient à s'allumer, projetant de longues ombres dans mon salon. Les chats de Madame Hébert s'amusaient sur sa pelouse, poursuivant leur routine du soir tandis que mon monde semblait basculer. Ce n'est pas tout, poursuivit papa en sortant ce qui ressemblait à une lettre personnelle. Ta mère n'a pas seulement organisé cette liaison, Sarah. Elle a activement œuvré pour saboter le mariage d'Émilie dès le départ. Les appels anonymes à l'office de Marc, prétendant qu'un inconnu venait rôder autour de la maison pendant qu'il travaillait. Les soi-disant excès de dépenses d'Émilie qui mettaient tes finances à rude épreuve. Tout était fabriqué. La prestance autrefois assurée de Sarah s'était totalement effondrée. Assise sur mon canapé, sa tenue de créateur ressemblait désormais à un déguisement, ses bijoux trop ostentatoires pesant sur elle comme des chaînes. Maman disait que c'était pour le mieux, murmura-t-elle, qu'Émilie avait tout sur un plateau, que ce n'était pas juste. Je ris, un rire acerbe à mes propres oreilles. Tout sur un plateau pour moi? Je travaillais 60 heures par semaine en tant qu'infirmière tout en finançant Marc pour ses études de droit. J'ai économisé chaque centime, coupé les coupons, pris des heures supplémentaires. Et toi, tu te prélassais aux Maldives avec l'argent détourné de l'entreprise de papa. Marc se leva brusquement, l'instant où son masque d'avocat se fissurait sous la pression. Ces accusations sont graves, Richard. Sans preuve concrète? Comme celle que tu as aidé à dissimuler, l'interrompit papa. J'ai des copies de tout, conservées en lieu sûr. La DGSI prépare un dossier depuis des mois. Il s'intéresse particulièrement à ton rôle dans la dissimulation de cette fraude financière, Marc. Le fait que tu sois avocat aggrave encore la situation, je pense. Le mot « DGSI » résonna comme une bombe dans la pièce. Sarah laissa échapper un léger étouffement, sa main se précipitant vers son cou. La verve habituelle de Marc s'évanouit, laissant place à une peur nue. L'horloge grand-père sonna 5 coups, marquant l'heure où tout bascula. Ils vont procéder à des perquisitions dès l'aube, continua papa, sa voix se faisant plus douce tout en restant ferme. Je voulais vous le dire moi-même, vous donner la chance de comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Émilie méritait de connaître la vérité, et vous deviez avoir l'occasion de faire amende honorable selon vos propres termes. Je regardais le monde soigneusement organisé de Sarah s'écrouler autour d'elle. La sœur qui avait toujours semblé si supérieure, intouchable, se retrouvait désormais face aux conséquences de ses actes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit son verre d'eau, ses bracelets de créateur tintant avec discordance.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, demandai-je, étonné de la fermeté qui teintait ma voix. Maintenant, déclara papa en repliant les documents dans son enveloppe, nous laissons la justice suivre son cours. La DGSI exécutera les mandats de perquisition demain matin. Ils ont minutieusement constitué ce dossier, chaque détail a été consigné. Les lettres de ta mère ont fourni les dernières pièces du puzzle. Marc s'était affaissé sur le canapé, son assurance d'avocat se heurtant visiblement à la panique. Conspiration, fraude, obstruction à la justice, marmonna-t-il, comme s'il énumérait ses propres chefs d'accusation. L'ordre des avocats sera particulièrement intéressé, conclut papa pour lui, tout comme les associés de ton cabinet. Les preuves indiquent que plusieurs d'entre eux étaient au courant de la situation. L'ampleur des révélations s'abattit sur la pièce telle une neige lourde, étouffant tout sauf le souffle de nos respirations et le tic-tac incessant de l'horloge grand-père. Par ma baie vitrée, j'apercevais les voisins rentrant du travail, les portières claquant, les enfants appelés pour le dîner. La vie continuait, imperturbable, tandis que tout ce que je pensais savoir sur mon passé était réécrit sous mes yeux. Après ces aveux, j'eus besoin d'air. Je m'excusai pour aller dans la cuisine, prétextant préparer un café que personne ne boirait. Par l'entrebâillement, j'entendis Marc et Sarah discuter à voix basse, leur monde se délitait dans mon salon. La routine rassurante de mesurer le café moulu et de remplir le réservoir d'eau offrait à mes mains tremblantes un réconfort, pendant que mon esprit peinait à digérer cette avalanche de révélations. Le doux murmure de la cafetière formait la bande sonore de mes pensées confuses. Appuyé contre le comptoir, je regardais mon petit jardin, où l'érable que j'avais planté prenait déjà une teinte rougeâtre au bord. Je l'avais mis en terre au printemps qui suivit mon divorce, symbole d'un nouveau départ. Maintenant, comme tout le reste, ce geste prenait une signification toute différente. Oscar, le chat de Madame Hébert, se tenait sur le rebord de ma fenêtre, me fixant de ses yeux jaunes perçants. Il venait souvent me rendre visite lors de mes longues gardes à l'hôpital, comme pour vérifier que j'allais bien. Même à présent, sa présence offrait un étrange réconfort. Au moins, certaines choses n'avaient pas été fausses. Les souvenirs de mon amour perdu, la trahison de ceux en qui j'avais eu confiance, et les mots meurtriers qui m'avaient été lancés convergeaient en un unique moment de clarté. Chaque remarque acerbe de Sarah, chaque trait cruel de Marc, il n'était pas de simples manifestations de méchanceté, mais des attaques calculées destinées à me briser. Leur assurance ne découlait pas d'une supériorité réelle, mais de la certitude de détenir tous les atouts dans un jeu truqué. Je repensais aux innombrables nuits où je m'étais retournée, me demandant ce qui n'allait pas dans mon mariage. Aux heures passées en thérapie, à essayer de comprendre pourquoi je n'avais jamais été à la hauteur. À tous ces livres de développement personnel sur ma liseuse, sur la reconstruction de l'estime de soi après un divorce. Tout ce cheminement intérieur basé sur un mensonge savamment construit. Dans le salon, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, suivie du bruit d'une voiture démarrant. Je savais sans avoir besoin de regarder que Marc et Sarah s'étaient éclipsés, probablement pour appeler leurs avocats ou dissimuler des preuves. Les pas lourds de papa se firent alors entendre en se dirigeant vers la cuisine. « Ça va, ma fille ?» demanda-t-il en utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. Il paraissait à la fois vieilli et rajeuni, accablé par le poids de ses révélations, mais étrangement soulagé de les avoir partagées. « Je ne sais pas trop », répondis-je honnêtement en servant 2 tasses de café. Nous nous installâmes à la petite table de cuisine, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le plan de travail. « Depuis combien de temps savais-tu tout cela ? J'ai commencé à assembler les pièces après les funérailles de ta mère l'année dernière, dit-il en remuant son café. Et découvrir ces lettres, c'était comme réaliser que je vivais dans un miroir déformant de la réalité. Tout ce que je croyais savoir était faussé. Je hochai la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Je repense à tous ces petits détails, tu sais ? Ces moments où je me sentais folle de douter, quand Sarah semblait toujours savoir où j'étais, quand Marc commençait à travailler tard dès l'arrivée de Jacques Millet au cabinet. Gaslighting, intervint papa, le terme moderne résonnant étrangement dans son accent lyonnais traditionnel. Ils t'ont fait douter de tes propres perceptions. C'est une forme de maltraitance, Émilie. Et j'ai laissé faire, par peur de faire des vagues. Vous ne saviez pas, dis-je, surprise de constater que je pensais vraiment cela.
Aucun de nous n'imaginait jusqu'où cela irait. Nous restâmes en silence, regardant le coucher du soleil qui peignait les murs de la cuisine en nuances d'orange et de rose. Je pensais aux infirmières de l'hôpital général de Lyon qui m'avaient offert des heures supplémentaires quand j'en avais besoin, aux voisins qui m'avaient discrètement soutenu, aux amis qui étaient restés fidèles même dans mes pires moments. Tous, sauf ceux impliqués dans cette machination. Soudain, la réalisation m'asséna un coup, je n'avais pas seulement survécu, j'avais reconstruit ma vie. Malgré leur tentative de me détruire, j'avais bâti un nouveau quotidien, ma petite maison avec son érable et son jardin d'herbes aromatiques, ma promotion en tant qu'infirmière coordinatrice en pédiatrie, la recherche que j'allais présenter à Londres. Aucun de ces succès ne pouvait être entaché par leur révélation, car ils étaient le fruit de mon propre travail. J'ai gardé toutes les lettres de ta mère, déclara papa en rompant le silence. Les vraies, celles d'avant qu'elle ne tombe malade. Elle était si fière de toi, Émilie. De la façon dont tu prenais soin de tes patients, de ta détermination à poursuivre tes rêves malgré les difficultés. Elle aurait été dévastée de voir ce qu'ils t'ont fait subir. Des larmes montèrent à mes yeux, mais pour la première fois depuis des années, elles n'étaient pas celles de la honte ou de la colère. J'aimerais tant qu'elle puisse me voir aujourd'hui, murmurai-je doucement. Je suis sûre qu'elle serait fière de voir que je n'ai pas laissé leur trahison me briser. La cuisine s'assombrit alors que le soleil disparaissait, mais aucun de nous ne se leva pour allumer la lumière. Dans la pénombre, il était plus facile d'exprimer ces pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Tu sais ce qui est étrange, dis-je en traçant des motifs sur la condensation de ma tasse de café. Une partie de moi se sent soulagée. Toute ma vie, j'ai porté le poids de leur jugement, croyant en leur version des faits. Maintenant, je sais que tout cela n'était qu'un mensonge, et c'est, d'une certaine manière, plus facile à accepter que de penser que je le méritais. Papa me prit la main et la serra. Tu n'as jamais mérité rien de tout cela. Mais tu as géré cette épreuve avec plus de grâce que quiconque ne l'aurait imaginé. Tu es plus forte que tous réunis. En regardant autour de ma cuisine les casseroles en cuivre suspendues au-dessus de la cuisinière, les herbes poussant dans des bocaux en verre sur le rebord de la fenêtre, le réfrigérateur décoré des dessins d'enfants de mes petits patients, un sentiment de fierté m'envahit. C'était la vie que j'avais construite, celle qu'on ne pouvait m'enlever. Chaque détail témoignait des choix que j'avais faits, des défis que j'avais surmontés. Au loin, le bruit des sirènes de police me ramena à la réalité. Bientôt, toute cette histoire deviendrait publique. L'enquête sur la fraude, les arrestations, les procès, tout serait relégué aux actualités de notre petite communauté. Mais pour la première fois, je ne craignais plus ce que l'on pourrait dire. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que les mensonges élaborés que j'avais connus. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain, demandai-je en allumant finalement la douce lumière au-dessus de l'évier. La DGSI interviendra à l'aube, répondit papa. Mais c'est leur métier. Le tien, c'est de continuer à vivre, de rester la personne extraordinaire que tu es. Ne laisse pas leur choix définir ton avenir plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Je hochai la tête, un sentiment de paix étrange m'envahissant. Ce voyage intérieur avait été à la fois douloureux et libérateur, et j'étais prête à embrasser chaque facette de mon identité, y compris la force acquise en survivant à leur trahison. Ce moment de réflexion marquait un tournant, l'instant où j'avais décidé que la suite serait synonyme de guérison, d'empowerment et de redécouverte de ma propre valeur. Le lendemain matin, après les révélations de papa, je me réveillai au son des alertes sur mon téléphone. Les gros titres confirmaient exactement ces prédictions. Enquête sur une fraude majeure secoue un cabinet d'avocats de Lyon, avocats éminents et personnalités mondaines arrêtés dans un stratagème d'appropriation illicite, drame familial conduit à une enquête fédérale. Je mis de côté mes notifications et me préparai un café. Le soleil d'octobre se glissait par les fenêtres de ma cuisine tandis que je me préparais pour mon service à l'hôpital général de Lyon. Il y avait quelque chose d'empowerant à maintenir la normalité alors que mon ancienne vie explosait dans les journaux. Je m'habillai pour mon service, prépai mon déjeuner, et vérifiai mes plantes, comme chaque jour. La seule différence était le poids qui s'était envolé de mes épaules, un fardeau dont je n'avais même pas conscience. Madame Hébert m'attendait sur son porche lorsque je me dirigeais vers ma voiture. J'ai vu les infos, me dit-elle en m'enlaçant chaleureusement, exhalant un parfum de lavande et de pain tout juste sorti du four.
Ces vautours de BFM TV rôdent déjà dans le quartier. Tu peux passer par mon jardin si tu veux les éviter. Je souris, reconnaissante de sa protection, mais n'éprouvais plus le besoin de me cacher. Merci, Madame H, mais j'en ai fini de me faufiler. Ils peuvent me filmer en allant tranquillement vers ma voiture, sans que leur scandale ne m'affecte. Les journalistes tentèrent d'attirer mon attention en me lançant des questions sur les arrestations, sur la trahison de Sarah et Marc, sur toutes ces années de tromperie. Je ne leur offris qu'un sourire calme en prenant la route, leur refusant toute image dramatique pour leur plateau du soir. À l'hôpital, mes collègues formèrent un cercle protecteur autour de moi. Le docteur Matthews, mon partenaire de recherche pour la conférence de Londres, veilla à ce que ma vie professionnelle soit respectée. Le travail d'Émilie en innovation des soins pédiatriques parle de lui-même, commenta Théon, laissant entendre que les infos dans les médias n'avaient aucun rapport avec ses compétences d'infirmière. Les enfants du service pédiatrique étaient ma meilleure thérapie. Le petit Tommy, 6 ans, en convalescence après une appendicectomie, était plus intéressé par ses nouvelles cartes Pokémon que par les journalistes qu'il avait vus à la télé. La petite Maria, qui luttait contre une leucémie avec la fougue d'une guerrière, ne souhaitait qu'un seul chapitre supplémentaire de Harry Potter. Leur acceptation inconditionnelle me rappelait ce qui comptait vraiment. Au fil des semaines, l'histoire se déroula dans les médias tel un feuilleton. La mère de Sarah fut arrêtée alors qu'elle tentait de fuir vers les îles Caïmans. 3 associés du cabinet de Marc furent inculpés pour avoir couvert l'appropriation illicite. La vie soi-disant parfaite de Sarah et Marc s'écroula, leurs avoirs gelés et leur réputation ruinée. Je ne suivis pas de près la couverture médiatique, mais les bribes d'informations étaient inévitables. Les regards de pitié se muèrent peu à peu en admiration alors que toute l'histoire émergeait. « Tu es tellement forte », disait-il, sans comprendre que ma force venait non pas de la révélation de leur tromperie, mais de ma capacité à reconstruire ma vie, brique après brique, pendant qu'ils tentaient de tout démolir. Papa venait dîner chez moi tous les dimanches, renforçant notre lien au fil des confidences sur ce drame familial. « J'ai retrouvé d'autres lettres de ta mère », me confia-t-il un soir alors que nous étions assis sur mon petit porche, regardant l'érable se parer de ses feuilles d'automne. Elle écrivait combien elle était fière quand tu as décidé de devenir infirmière. Elle disait que tu avais un don pour soigner. L'ironie ne m'échappa pas, j'avais passé des années à soigner les autres tout en portant mes propres blessures. Peut-être cela faisait-il de moi une infirmière encore plus empathique, capable de trouver les mots justes pour encourager mes jeunes patients à être courageux. Ils avaient raison, j'avais appris ce que signifiait être forte face à l'incontrôlable. À l'approche de l'hiver, je m'investis corps et âme dans la préparation de la conférence de Londres. Mes recherches sur l'amélioration du soutien émotionnel des enfants hospitalisés prenaient désormais un sens nouveau. J'avais compris que les enfants pouvaient être résilients tout en portant des blessures profondes, que la guérison se faisait par couches, et non d'un seul coup. La veille de mon vol pour Londres, je reçus une lettre inattendue. Elle provenait de Sarah, écrite depuis la maison de semi-liberté où elle attendait son procès. Assise dans mon fauteuil de lecture, je fis tournoyer l'enveloppe entre mes doigts avant de l'ouvrir. Son écriture, d'ordinaire si assurée et fluide, semblait tremblante, hésitante. « Je suis désolée », commençait la lettre, ces mots paraissent dérisoires après tout ce qui s'est passé, mais c'est tout ce que j'ai. Le plan de maman me paraissait parfait à l'époque, elle m'avait fait croire que je méritais tout, quoi qu'il en coûte. Mais assise dans cette cellule, je comprends enfin ce que tu savais depuis toujours, la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Je repliai soigneusement la lettre et la rangeai dans mon tiroir. Peut-être qu'un jour je serai prête à y répondre, mais pour l'instant, j'avais un avion à attraper et un avenir à embrasser. Ma présentation à Londres ne portait pas seulement sur l'innovation en soins pédiatriques, elle était la preuve que l'on pouvait s'élever au-dessus de la trahison, que les tentatives d'autrui pour nous détruire pouvaient se transformer en fondation pour quelque chose de plus grand. La veille de mon départ, je me tenais dans mon petit jardin, levant les yeux vers un ciel parsemé d'étoiles à peine perceptibles à cause de la pollution lumineuse de Lyon. L'érable que j'avais planté avait perdu la plupart de ses feuilles, mais je voyais déjà de nouveaux bourgeons, promettant le renouveau du printemps. Un rappel que chaque fin contenait en germe le début d'un nouvel épanouissement. À l'intérieur, ma valise était soigneusement préparée près de la porte, mes notes de présentation rangées dans mon sac d'ordinateur.
Sur le comptoir, Madame Hébert avait déposé un colis pour mon voyage, ces fameux cookies aux pépites, quelques sachets de thé et une carte arborant ces mots: « Va montrer à Londres de quoi tu es capable, ma chère. » Je songeais au chemin qui s'ouvrait devant moi, non seulement la conférence, mais la poursuite d'un parcours de croissance et de redécouverte de soi. Ces 2 dernières années n'avaient pas été uniquement marquées par la survie face à la trahison, elles avaient été l'occasion de découvrir ma propre résilience, de tisser de véritables amitiés et d'apprendre que la force véritable se cache souvent derrière la vulnérabilité. En accueillant ce nouveau chapitre, je ressentis une paix profonde. L'avenir s'étendait devant moi, non pas comme l'ombre de ce qui aurait pu être, mais comme une toile vierge sur laquelle je pouvais créer ma propre histoire. J'avais compris que la guérison ne consistait pas à oublier le passé, mais à le transformer en sagesse. Chaque pas en avant, chaque petite victoire, chaque moment de joie attestait de cette vérité désormais immuable: la meilleure revanche contre ceux qui cherchent à vous briser est de bâtir quelque chose de beau à partir des décombres.